Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve lendemain de victoire qui a fait du bien. On a bien dormi. On dort bien récemment. Pour nous, les fans du Barça, ça se passe très bien. Semaine cruciale évidemment en Ligue des Champions. Mais pour l'instant, kiffons un petit peu. Profitons de ce qui s'est passé hier et ce week-end. On va faire le bilan, comme d'habitude maintenant, du Barça évidemment et de son match. Des joueurs qui ont performé. 2-3 actions qui m'ont marqué évidemment. Et aussi, parlons du Real Madrid, du classement de la Liga. Un Real Madrid qui a gagné du coup samedi. J'ai pas fait de vidéo parce que j'étais occupé. Et le match s'est terminé assez tard. Mais victoire du Real Madrid qui reste à 4 points du Barça. Comme je disais, ça va être primordial pour le Barça, évidemment, je me place, moi, en tant que fan de Blaugrana, de rester avec cet écart-là, ce joker-là, qui te permet, en cas de défaite au Classico, de rester premier. Le Barça a fait le travail en gagnant après un Real Madrid qui avait gagné samedi sur le score de 2-0. Une victoire qui a marqué un petit peu les esprits, marquée par 2 pénaltys, dont un très critiqué et critiquable aussi, faut le dire, à savoir le deuxième pénalty accordé sur l'action avec un Vinicius qui avait lâché le ballon depuis un petit moment. Voilà, c'est un petit peu le foot d'aujourd'hui. Il y avait une action aussi polémique du Barça qui aurait pu prendre un penalty face à Girona. Les deux situations, c'est typiquement où tu te dis justement à quel point la VAR a changé le football, parce que justement sans la VAR, ça aurait été la décision inverse. Penalty accordé pour Girona et pas de penalty accordé au Real Madrid. Mais bon, revenons au Real Madrid qui a gagné encore une fois sur le score de 2-0, un match étriqué. Encore une fois, ils affrontent une Real Sociedad qui n'a pas réussi à marquer cette ouverture du score en fait. Et je vous l'ai dit, vous allez voir que tous les matchs où le Real va souffrir à l'extérieur, si l'équipe à domicile ne réussit pas à ouvrir le score et à marquer ce but-là, qui concrétise un petit peu ta domination, alors que tu as quand même 3 occasions franches, 3 frappes sur le poteau. Là, on parle pas de malchance, on parle vraiment de manque de précision, surtout sur le deuxième et le troisième poteau où largement il y avait de la place pour inscrire ce but-là. Et ben malheureusement, le scénario à la fin, on le connaît. Et autant pour le Barça, ce genre de victoire-là du Real Madrid, je pense que ça ferait mal à la confiance. Il y aurait eu des doutes. On a eu plusieurs fois des victoires comme ça d'épicier à l'époque de Xavi, il y a 1 an, 2 ans de ça, et même avant ça. Autant pour le Real Madrid, quand ils gagnent comme ça, je sais que pour la confiance de l'équipe, ça les soulage et qu'ils peuvent avancer. Ils sont pas comme le Barça à attendre à être exigeants au niveau du jeu, loin de là. On le sait, ils sont un petit peu dans le show, les supporters et les joueurs du Real Madrid sont comme ça aussi. Quand ils gagnent comme ça, victoire 2-0 de penalty, pour eux c'est une victoire à la grinta, au caractère. Donc mine de rien, à la fin, ils prennent confiance, ce qui n'est pas le cas du Barça. Si le Barça avait gagné comme ça, encore plus quand tu vois le jeu produit par la Flick Army. Donc victoire du Real 2-0. Pour moi, j'avais dit, on avait fait une vidéo sur le calendrier du Barça et du Real Madrid comparatif, et j'avais dit, je pense que leur match le plus compliqué à l'extérieur, à part le derby, mais bon, c'est à Madrid, c'était forcément celui-là, face à la Real Sociedad. Ils l'ont gagné. Là, ils ont 3 matchs à domicile, dont celui en Ligue des Champions. Après, ils ont un match à domicile face à l'autre club madrilène, à savoir l'Espagnol Barcelone, les collabos qui vont leur offrir 3 points. Croyez-moi, ne vous inquiétez pas, c'est garanti 3 points. Puis ensuite, réception du Deportivo Alavés. Donc franchement, ça va pour eux. Et ça force le Barça du coup à ne pas se relâcher. Moi, j'aime ça du coup. Le Barça l'a très bien fait hier en plus. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters en secrète du Real Madrid qui espéraient, attendaient un faux pas du Barça hier. Parce que voilà, on savait que le derby catalan, la bête noire Girona par rapport à il y a 1 an et tout. On en a parlé hier soir évidemment en débriefant le match. Et je me suis régalé dans le débriefing. Franchement, c'était plaisant de débriefer encore une fois un match comme ça. Et le Barça qui met déjà Girona à 8 points d'écart au classement. Un truc important aussi à signaler, c'est que on a le Barça qui a 15 points et derrière on a l'Atlético Madrid, le Real et Villarreal qui sont à 4 points du Barça. C'est bien que l'Atlético soit à ce niveau-là parce que justement ça mettrait de la pression et de l'enjeu lors du derby madrilène qui va arriver très vite. L'Atlético Madrid qui, je trouve, fait un meilleur début de saison que le Real Madrid, qui commence tout doucement à prendre son rythme aussi. Alvarez a marqué son premier but. Ils ont fait un bon mercato, donc attention à eux, franchement, en espérant qu'ils restent justement à ce niveau-là d'ici ce match. Comme ça, on peut avoir une pression qui sera mise sur le Real Madrid, en espérant évidemment un faux pas des Madrilènes ou un match nul qui arrangerait évidemment le Barça. On n'en est pas encore là, mais je voulais évidemment revenir sur le classement de la Liga. J'ai parlé de Villarreal qui est 4e aussi. C'est le prochain adversaire du Barça ce week-end, donc c'est pas n'importe quoi. C'est comme je le disais, on parlait du calendrier en début de saison et je vous l'ai dit que là, ce qui s'est passé au mois de septembre, pour moi, c'est encore pire. Villarreal ce week-end à l'extérieur. Sauf que là, on vient d'apprendre juste avant que je lance la vidéo que Dani Olmo serait absent du coup 4
4 à 5 semaines après sa blessure à la cuisse. Évidemment une catastrophe, hein, mais ça commence, ça recommence, je suis blasé déjà. Début de saison, on est là, 5e match, et déjà un joueur qui est absent, même 2 joueurs, hein, Fermin Lopez et Dani Olmo qui sera du coup absent jusqu'à la fin de la trêve, qui va revenir plutôt au retour de la prochaine trêve internationale vers fin octobre. Il y a le Classico en plus. Bref, une catastrophe pour le Barça. On savait que c'était un joueur fragile, hein, on l'avait dit, je crois, j'avais fait une liste des blessures de la carrière de Dani Olmo, je peux la sortir encore une fois. On savait qu'il manquait beaucoup de matchs. On savait que c'était un joueur fragile, mais là quand même 5e match et déjà absent. Comme quoi, hein, ça sert à rien du tout de blâmer le staff médical de Xavi ou du Barça à l'ancienne. C'est juste malheureux, encore une blessure en plus là musculaire. Donc même s'il avait été absent seulement 7 ou 10 jours comme ça avait été annoncé hier, je vous aurais dit que même 10 jours, bah, c'est déjà une perte pour les matchs qui vont arriver. Ce ne sont absolument pas des détails à négliger, hein. Même quand tu es absent 10 jours, tu manques 1 ou 2 matchs importants, et bah c'est une perte. Avec les matchs qui vont arriver hyper importants, c'est une double perte. Et avec l'effectif du Barça qui est très fragile, qui est très léger plutôt, c'est encore une plus grosse perte. Donc dégoûté. C'est relou parce qu'à chaque fois, on en a parlé, mais à chaque fois qu'un joueur revient ou 2 joueurs reviennent, là c'est Ansu Fati, Frenkie de Jong, et ben on a des joueurs qui partent et qui sont blessés, qui sont absents pendant un petit moment, donc on n'a jamais un effectif au complet. Donc tu peux faire ce que tu veux, comme l'a fait Hansi Flick, il a fait les changements en cours de match en plus très tôt dans le match, et ben voilà, t'es jamais à l'abri d'une blessure. Ça veut dire qu'on devrait avoir une titularisation peut-être éventuelle, hein, normalement, de Ferran Torres ou Ansu Fati s'il revient bien, à moins, et j'espère que ce sera le cas, ce sera peut-être Pablo Torre qui prendra le relais de Dani Olmo. C'est quand même une perte, hein, évidemment, vu le début de saison, sachant que tu as Fermin Lopez qui est blessé, que Dani Olmo est blessé aussi. Tout ça, maintenant, c'est préjudiciable. C'est important avec le manque de profondeur de banc qu'on a dans l'effectif. Et ben, tous ces petits détails-là, ça peut avoir une importance pour les matchs qui vont arriver pour moi, hein. Donc, attention à ne pas prendre ça à la légère. Encore plus avec une équipe qui tourne très bien, avec un Hansi Flick qui avait trouvé son équipe type. Chaque joueur est donc important. Là, quand je vois Olmo blessé, j'ai envie de dire que le retour de Frenkie de Jong, il est urgent, en fait, hein. Ne serait-ce que pour avoir un milieu de terrain avec Frenkie de Jong et Casado, pourquoi pas, et un Pedri qui montrait au poste de numéro 10 qu'occupait du coup jusqu'à présent Dani Olmo, ça paraît être une solution intéressante, voire peut-être même la solution. Et donc le Barça qui nous a régalé, 5 sur 5, hein, donc 15 points sur 15 possibles, 17 buts marqués en 5 matchs, ça fait une moyenne quand même de 3,4 buts par match. J'ai vu passer les statistiques qui nous disent que le Barça n'a pas marqué 17 buts en 5 premiers matchs de Liga depuis la saison 2017-2018. À l'époque, on avait Messi. C'était les débuts de monsieur Ernesto Valverde. Ce n'est que la 3e fois que le Barça atteint ce chiffre-là en 5 rencontres. Un autre chiffre sympa aussi concernant évidemment Hansi Flick qui débute sur le banc du Barça. On n'a jamais vu un coach qui démarrait aussi bien une Liga depuis maintenant 2013-2014 avec les débuts à l'époque de Gérard Martino. Tata Martino, hein, qui est le coach actuellement de Messi à Miami. À l'époque, le Barça avait réussi même à enchaîner 10 victoires pour commencer la saison avec 8 victoires en Liga et 2 en Ligue des Champions. On va pas exiger ça non plus, mais quand même, si on pouvait prolonger la série le plus loin possible, hein. Mais donc, parlons du positif et ce qu'on a vu hier soir. Forcément, je vais revenir sur la performance de Lamine Yamal qui marque un doublé, qui fait pas un match extraordinaire, c'est vrai, mais qui a été décisif, qui a lancé son équipe. Il en est quand même à 3 buts et 4 passes décisives. Aucun joueur n'a été, à part Haaland évidemment, aucun joueur n'a été plus décisif que lui dans les 5 grands championnats, à part Erling Haaland et ses 9 buts. Nous, on essaie de pas s'enflammer avec le joueur, mais lui, en fait, il fait tout pour qu'on continue à le vanter, à le faire une apologie du joueur, tellement il est fort. Je le répète, on n'a jamais vu ça à son âge. On n'a jamais vu un jeune de 16 ans, 17 ans maintenant. 17 ans, c'est vrai que c'est Pelé à l'époque qui prend la Coupe du Monde, mais on n'a jamais vu aussi précoce que Lamine Yamal, au moins au 21e siècle, même si on a déjà vu Messi qui était plus fort à son âge. Et forcément, depuis hier soir, il y a des gens qui se demandent, est-ce que c'est pas le meilleur joueur du monde? Est-ce que c'est pas le meilleur joueur du monde actuellement? Carrément, imagine réussir à faire naître le débat sur est-ce que je suis le meilleur ailier du monde, voire meilleur joueur du monde actuellement. Allez, on va dire top 3 si vous voulez, mais peu importe. Parce que moi, je pars du principe que, moi, ma devise, c'est à partir du moment où tu as réussi à faire naître un débat, même si la réponse n'est pas forcément oui, c'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui, parce que Erling Haaland fait un début de saison de psychopathe, parce que Vinicius va prendre son ballon d'or là dans quelques semaines, parce que Mbappé, on sait à quel point il est fort, parce que Messi joue encore au football, peu importe, à partir du moment où tu as réussi à générer un débat,
là, que tes performances sur le terrain ont forcé les gens, ceux qui observent le football, à se demander si oui ou non tu es le meilleur joueur du monde actuellement, pour moi, c'est déjà un truc de ouf à 17 piges. Alors, on va attendre, hein, j'ai pas envie de dire que oui, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Il y a la LDC qui va arriver cette semaine-là, et je pense vraiment qu'on en attend beaucoup, en fait. Et pour moi, s'il commence à marquer les esprits en Ligue des Champions comme il le fait en Liga, même quand il est un peu moins bon, il met des doublés, ça veut dire qu'il est décisif. Et tous les matchs, on le voit, soit par les statistiques, par l'aspect purement décisif, soit par le jeu, soit par les deux, par des matchs marquants comme il a pu en faire récemment, bah là on va commencer à se poser la question sérieusement de la place de Lamine Yamal aujourd'hui dans le football actuel à 17 piges. Et quand on va parler de lui comme le meilleur joueur du monde actuel, vous allez voir que ceux qui vont vouloir oser contredire vont commencer à bégayer. C'est ce qu'on veut. Parce que la marge de progression, elle est encore énorme. Dans le jeu, il y a encore des progrès à faire. Hier, il termine le match avec seulement un dribble réussi. Par contre, 10 duels sur 16 remportés. 10 duels remportés sur 16. Et on parle de Lamine Yamal, pas d'un catcheur à la Rudiger ou à la Casemiro. On parle de Lamine Yamal qui s'est régalé dans le pressing, qui a du coup s'est créé un but tout seul. Ça pour moi c'est le signe d'un joueur qui continue à grandir, à mûrir en fait, qui se fait un peu moins bouffer physiquement par ses adversaires, ce qui était normal avant parce qu'il était très jeune, enfin il est encore très jeune évidemment, mais ça montre qu'il progresse et qu'il mûrit un peu plus de match en match. Alors ce qui a choqué tout le monde je pense tactiquement hier en voyant le Barça, c'est évidemment le pressing. Je pense qu'on s'est régalé à ce niveau-là, voir les joueurs dont Lamine Yamal. Et donc, ces duels gagnés, c'est le pressing du Barça. Un Barça qui a passé toute la première mi-temps, allez, au moins 80% je pense, dans le camp adverse de Girona. Je ne sais pas si vous avez vu les compilations des joueurs du Barça, de Pedri, Casado, même Lamine Yamal hier. C'est un régal de voir comment ils défendaient en avançant justement, en pressant, en acculant le porteur du ballon de Girona. Ils n'ont pas pu sortir le ballon, hein. Ils ont été complètement étouffés. Mais allez voir un Casado, ça a été un régal. Comment il était agressif. Dès que Girona essayait de relancer, il venait au contact de l'adversaire pour défendre en avançant. Et évidemment, on a eu d'autres actions avec ballon cette fois-ci. Quand Girona a essayé de presser un petit peu plus haut le Barça en deuxième mi-temps à 3-0 quand ils étaient au fond du trou. Et on a failli voir assister à un but qui aurait été la plus belle action, je pense, du Barça cette saison. Malheureusement, vendangé par Lewandowski. Mais bon, on va faire abstraction de ça. On va oublier un petit peu Lewandowski, ce qu'il a manqué. Je voulais quand même parler de ce qui s'est passé avant. C'est une action qui part de très bas avec Ter Stegen qui récupère le ballon, qui la passe et qui veut relancer proprement comme d'habitude. Et là, on voit un Barça qui repart de derrière systématiquement pour attirer la défense, l'attaque plutôt, le pressing de Girona. Et Cubarsí qui est un petit peu enfermé. Sauf que Cubarsí, comme on sait que c'est un crack niveau relance, comme je disais, d'abord on attire les joueurs adverses pour qu'ils montent et ensuite on relance grâce à la qualité de la relance des deux centraux, Cubarsí et Inigo Martinez, qui ont été franchement incroyables. Et là en l'occurrence c'est Cubarsí qui fait la relance à la Cubarsí, hein, j'ai envie de dire. Parce que juste imaginez à sa place à Cubarsí, Ronald Araujo qui joue justement normalement à ce poste-là, mettez-le dans la même situation. Qu'est-ce qui se passe en général? Grand dégagement, énorme frappasse le plus loin possible comme on l'a vu plein de fois avec Xavi. Depuis 3 ans maintenant, je pense que sa place, il ne serait pas posé de question. Il aurait frappé le plus fort possible jusqu'au gardien adverse. Sauf que là, du coup, on a Inigo Martinez et Cubarsí qui sont très écartés l'un l'autre pour relancer et Marc Casado qui redescend pour les aider pour faire office de troisième défenseur central. Au milieu de terrain, on a Pedri et Dani Olmo très proches avec un bel automatisme, à savoir s'il y en a un qui décroche, l'autre prend l'espace en faisant justement un appel de balle pour proposer une solution. Et ça permet ce jeu à une touche de balle qui est délicieux. Ça, on aime au Barça. La passe de Cubarsí pour Lamine Yamal et ce relais en une touche de balle, ça c'est hyper important parce que ça permet justement à l'équipe de mettre de la vitesse dans l'action. Là, Lamine Yamal, ce qu'il fait, c'est qu'il va dicter le tempo que toute l'action va avoir ensuite. S'il la contrôle et qu'il fait une remise simple, assez lente, je pense que Dani Olmo fait pas la même chose. Mais là, comme il joue en une touche de balle assez vite, et ben ça incite, pas sa force, mais ça incite Dani Olmo à jouer ensuite en touche de balle aussi. C'est un peu comme nous au foot ou dans la cour de récréation ou à la cité quand toute l'équipe joue en une touche de balle et que le ballon arrive sur toi. T'as pas envie d'être le mec qui ralentit le rythme en jouant 2, 3, 4 touches de balle. Au contraire, justement, t'as envie de jouer encore plus vite. C'est exactement ce que font Olmo et Pedri pour Rafinha ensuite qui la prend. Et lui, il peut pas tout jouer en une touche de balle, c'est impossible. Hein. Donc il la contrôle, il temporise un petit peu et il trouve la passe parfaite pour Lewandowski qui fait un bon contrôle. Malheureusement, la finition, elle n'est pas au rendez-vous, mais quand même la passe de Rafinha
Rafinha, elle est magnifique aussi. Hein. Ça, c'est une passe à la Messi. Mais encore une fois, hein, tout part de la relance de Cubarsí. Avec Araujo à sa place, l'action, elle est morte tout de suite. Mais là, en l'occurrence, Cubarsí fait confiance au joueur de ballon qu'il y a devant lui et ça donne une action magnifique qui aurait été, je pense, l'action de la saison. Si jamais Lewandowski l'avait mise au fond, c'est pas grave. Donc voilà pour ce week-end qui nous a fait franchement plaisir. Malheureusement, Dani Olmo sera du coup absent très longtemps. Il va manquer en plus 6 matchs, c'est beaucoup 6 matchs. Hein. Mais bon, on a confiance en Hansi Flick parce qu'on a vu que malgré les blessures de Bernal en cours de saison, on a vu que si tu changeais un ou deux joueurs, pour l'instant, le collectif reste intact. C'est vraiment qu'il y a un travail qui est fait et des principes de jeu qui sont non négociables même si tu changes de joueur. Les principes de jeu, l'animation collective restent les mêmes. Donc voilà les frères, rendez-vous évidemment cette semaine pour reparler de la Ligue des Champions. Jeudi, match hyper important face à Monaco. Il y aura une vidéo évidemment spéciale avant l'heure à la rencontre pour parler de la C1, de l'enjeu de Monaco aussi parce que j'ai vu leur match ce week-end face à Auxerre et ils ont été impressionnants, faut le dire. Donc on va se régaler. D'ici là évidemment, prenez soin de vous et rendez-vous très vite. Bonne semaine à tous pour le travail, l'école ou même si vous êtes encore en vacances, profitez bien et n'hésitez pas évidemment à vous abonner si la vidéo vous a plu. Voilà les frères, bonne soirée à tous